Vous y allez? Bien, bonjour à tout le monde. Pour cette première pour nous, c'est-à-dire au lieu d'organiser une rencontre en présentiel, comme on dit maintenant, le contexte sanitaire a fait que nous avons dû opter pour une visio-retransmission, une vidéo-retransmission en direct. Donc, il y a des intervenants qui sont sur place et des intervenants qui seront en mode visio. Nous avons 2 tables rondes ce matin, le 8 décembre, et nous en aurons 2 autres le 11 décembre, le matin également. Vous recevrez, vous avez déjà reçu, mais vous recevrez à nouveau les liens pour accéder à ces tables rondes, à ces visioconférences. Pour ce matin, la première table ronde, donc, lorsque nous avions décidé, en lien avec la métropole, sur l'organisation de cette journée 2020, que nous devions d'ailleurs tenir au mois de mars, nous avions opté pour les mobilités actives. Et donc, nous avons construit cette journée avec le réseau associatif de Ramdam, bien entendu, mais également avec le réseau associatif lié aux piétons, et donc avec 2 associations qui sont connues sur Marseille, donc 60 millions de piétons représentés par Martine Bigot, qui interviendra, et la Fédération française de randonnée sur le département des Bouches-du-Rhône, représentée par Marianne Moukemel, qui est à côté de moi. À cette table ronde, donc sur les piétons, participe également M. Guigonetto, qui est au centre, maire de Céreste et vice-président du Conseil de territoire 1, donc ex-communauté urbaine, pour celles et ceux qui n'ont pas identifié ce que ça représentait. C'est donc 18 communes, dont Marseille, et vice-président de la voirie et des infrastructures. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Audrey Gassian, maire adjointe de Marseille et en charge de la politique de la ville et des mobilités, si je ne me trompe pas. Voilà. Et doit intervenir également M. Ponce, vice-président de la métropole en charge des transports, mais en visio. Donc, je ne sais pas s'il est connecté pour l'instant ou pas. Ah, il est représenté par M. Tondu. D'accord, me dit-on. Bien. Et Antoine Benamias, pour de l'avenir. Ah, d'accord. Ah oui, et une 3e association, c'est Antoine Benamias qui est en visio et c'est pour Rue d'Avenir. Oui. Voilà. D'accord. Sans plus attendre, je vous propose que nous commencions et que nous donnions la parole aux associations et donc à Marianne Moukemel. Alors, les tables rondes durent 1h30. Donc, c'est bien que dans les propos introductifs, on ne soit pas trop long et on fonctionnera non pas sur des questions orales de la part des participants, mais par des questions écrites via le chat. Et Philippe Buffard se charge de récupérer ces questions et ensuite de les poser aux intervenants. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Marianne Moukemel-Clarté, présidente de la Fédération française de la randonnée dans les Bouches-du-Rhône. Alors, la Fédération française de la randonnée, c'est bien évidemment des randonnées en pleine nature, mais c'est aussi tout simplement des randonnées en ville, des randonnées qui permettent à des gens de pouvoir marcher dans la ville de Marseille, dans les villes alentours, de visiter, de pouvoir se rendre au travail, tout ce qui est la marche. Hein. Il faut se rappeler que, puisque nous sommes avec beaucoup d'amis qui font du vélo, pour aller jusqu'à son vélo, il faut marcher d'abord. Donc, la Fédération française de la randonnée est bien à sa place aujourd'hui et avec Rue de l'Avenir et avec 60 millions de piétons, nous avons mis en place et nous avons ouvert depuis hier un baromètre des villes marchables. Donc, un baromètre qui va permettre à chacun de s'exprimer sur son ressenti sur la marche dans la ville. Ce baromètre des villes marchables a été fait et a été conçu et a été organisé avec l'ensemble avec les 3 associations qui forment Place aux piétons. Je crois qu'il y a Daniel Ramet à Paris qui nous en parlera un instant, mais aussi avec les différents ministères et avec les différentes administrations qui permettent, qui s'occupent de la voirie et de tout ce qui concerne les mobilités actives sur le territoire de la France. Voilà. Ce baromètre des villes marchables, tout de suite, je vous dis, allez-y,
allez remplir ce questionnaire, ça vous prend 10 minutes et ça nous permettra aux uns et aux autres d'avoir un ressenti pour pouvoir donner aux collectivités, qu'elles soient communes ou qu'elles soient collectivités plus larges, le sentiment de l'ensemble des habitants et aussi tous les points qui pourraient être améliorés. Alors, on sait que Marseille n'est sans doute pas la ville la plus marchable, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de se dire on va continuer, on va faire du travail pour les années à venir. Donc, un baromètre des villes marchables tous les 2 ans, en alternance avec le baromètre des villes cyclables, qui sera l'autre année. Ce sont les 2 grandes mobilités douces pour l'ensemble des citoyens. Pour trouver ce baromètre des villes marchables, vous allez soit sur placeaupiétons.com, soit vous allez sur la FF Randonnée 13, en particulier pour les Bouches-du-Rhône, et vous tombez sur le site et vous allez sur le baromètre des villes marchables. Je fais court. Hein. Bien. Martine Bigot ou Antoine Benamias? Oui, bon, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, donc, Antoine Benamias, donc je représente Rue de l'Avenir aujourd'hui. Rue de l'Avenir, c'est une association généraliste qui se définit comme un laboratoire d'idées, force de proposition en matière d'urbanisme et de déplacement. Voilà, sur le site, il y a énormément de retours d'expérience, hein, de plein d'éléments, enfin de plein de propositions et plein de choses qui ont été mises en place, hein, notamment les villes à 30 km/h, les mobilités scolaires, voilà, tout un tas de choses comme ça. Pour ma part, j'ai été porteur des Rues aux enfants, Rue pour tous, donc qui sont des événements assez ponctuels. Et donc j'ai été porteur de Rues aux enfants et pour tous sur Marseille. Ça n'a pas été forcément de tout repos les dernières années quand on a mené ces actions. Voilà, on pense qu'avec les nouvelles équipes en place, cela pourra être mis en place bien plus facilement. Voilà, assez naturellement, quand Rue de l'Avenir m'a demandé d'être correspondant local, j'ai accepté. On espère que trouver des adhérents sur Marseille dans les années à venir. Voilà, on participe donc à Place aux piétons. Et on espère que ça puisse développer la place des piétons dans notre ville. Voilà, j'ai aussi fait court. Merci. Merci beaucoup. Parole à Martine Bigot. Bonjour à tous, je suis Martine Bigot, je suis administratrice de l'association nationale 60 millions de piétons et correspondante de l'association et au sein du collectif Piétons à Marseille. Donc, Piétons à Marseille défend le moyen de déplacement des piétons, les personnes à mobilité réduite, donc tous ces moyens pour aller au travail, cinéma, faire ses courses, emmener les enfants à l'école, à la crèche. Voilà, on travaille à réhabiliter la marche. J'ai travaillé au sein donc, je voudrais revenir sur le constat de la situation à Marseille pour les piétons. Donc, si près d'un habitant sur 2 vit sans voiture, le cheminement sur trottoir, la traversée des rues, tout ça, c'est un parcours d'obstacles pour les piétons et pour les personnes à mobilité réduite. On est dans un constat d'inconfort et d'insécurité. C'est quelque chose qui est chronique à la ville. On est dans une situation qui n'est pas très confortable et pour lesquelles j'ai travaillé au sein du plan de déplacement urbain, donc auprès de la métropole, pour essayer de faire avancer le sort des piétons au sein de la ville de Marseille. Au-delà du constat, nous allons parler du plan piéton. Le plan piéton, c'est le temps long, c'est-à-dire que ce plan piéton, il va s'élaborer, il n'a pas commencé encore, c'est un plan piéton métropolitain et il a comme horizon, un horizon optimiste, entre guillemets, 2025. C'est une échéance qui est à long terme, nous sommes donc sur le temps long.
Monsieur Giberti a annoncé, je crois, en conseil de territoire, un objectif de 100% de la voirie à Marseille refaite à neuf en 6 ans. Donc, encore une fois, on est sur du temps long. Or, la situation que j'ai décrite pour Marseille, elle nécessite de se positionner dans un temps court aussi. Donc, le temps court, il est important que les élus et la nouvelle équipe municipale de Marseille mettent en place des actions qui soient visibles assez rapidement. Donc, une des choses qui sont importantes à Marseille, qui sont visibles dans le paysage de Marseille, c'est le stationnement à cheval sur le trottoir. Le stationnement à cheval sur le trottoir, il peut être illégal et ça nécessite effectivement une intervention de la police municipale à Marseille pour essayer de gérer cette question-là. Mais elle a aussi une dimension légale puisqu'il y a des arrêtés à Marseille qui sont là depuis très longtemps et qui autorisent le stationnement à cheval sur le trottoir. Alors, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si on le voit bien. Je voudrais parler d'une embellie qui a eu lieu le 1er octobre 2019. Il y a eu 3 zones nouvelles de stationnement payant à Marseille. Ce sont les zones de Saint-Pierre, la Blancarde et la Conception. Et la ville a décidé de faire en sorte que ces 3 nouvelles zones de stationnement soient des zones de stationnement payant, je précise, soit des zones qui soient complètement débarrassées du stationnement à cheval sur le trottoir. Donc là, exit ces arrêtés, d'une part le stationnement physique et exit les arrêtés qui autorisaient ce stationnement à cheval sur le trottoir. Donc, Piétons à Marseille travaille vraiment sur le fait que, je vais arrêter le partage, travaille sur le fait que… on n'a pas vu ta carte. On n'a pas vu la carte. Bon, ah, zut. Alors, je vais essayer de la remontrer en écran partagé. Celui-ci. C'est pas grave. Bon. Voilà, vous la voyez. Vous voyez les petites zones qui sont un peu plus claires. Ce sont les nouvelles zones de stationnement payant. Elles sont donc en tout, il y a 27 zones sur Marseille. Ces 3 zones de stationnement payant sont libérées du stationnement à cheval sur le trottoir. Donc, nous travaillons à faire en sorte qu'il n'y ait plus de stationnement à cheval sur le trottoir sur l'ensemble du stationnement payant à Marseille. Et puis de faire en sorte de libérer les trottoirs. C'est une promesse qui a été faite, en tout cas un engagement qui a été pris par la ville de Marseille en conseil municipal au mois d'octobre, qui se donne une échéance de 2 ans pour libérer les trottoirs. Sachant que libérer les trottoirs, ça veut dire aussi les libérer du mobilier urbain, les libérer donc du stationnement irrégulier, j'aime bien dire irrégulier plutôt que sauvage ou anarchique. Voilà, ça nécessite que plusieurs acteurs au sein de Marseille puissent se mobiliser sur cette question-là. Voilà, donc il y a beaucoup de revendications, hein, la vigilance sur la question de la déconstruction des pistes cyclables pour qu'il n'y ait pas de conflit entre piétons et autres mobilités actives. Ça vise plutôt la métropole. Le développement des zones de rencontre, là on est plutôt aussi sur le temps long. Beaucoup de choses comme ça. Enfin, je vais pas faire la liste de tout ce qui est nécessaire pour améliorer le sort des piétons et des personnes à mobilité réduite à Marseille, mais je voudrais vraiment que les choses puissent se mobiliser très, très rapidement. Et je pense que la ville a cette volonté de le faire. De notre côté, à Piétons à Marseille, donc nous constituons une association. Donc là aussi, on va faire appel au fait qu'il y ait des adhérents, comme pour Rue de l'Avenir, pour nous aider à travailler sur ces dossiers. Et nous travaillons, il y a une maquette qui est en cours actuellement, donc je voudrais aussi vous la montrer, donc j'espère, alors la maquette elle est là, je vais partager à nouveau mon écran si j'y arrive bien.
la maquette. Voilà. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Non. Donc, on ne voit pas la maquette? Oui, C'est une carte, donc c'est une carte de Marseille. Nous travaillons sur une maquette qui puisse permettre d'identifier des points durs à Marseille concernant plusieurs typologies de problèmes pour les piétons et les personnes à mobilité réduite. C'est une maquette qui est en cours, d'élaboration, qui va nécessiter des subventions pour pouvoir vraiment la développer, mais qui aujourd'hui commence à être un outil pour le petit collectif piéton à Marseille. Et au-delà du petit collectif piéton à Marseille, peut rentrer dans un projet national. Ça pourrait être un outil national pour les piétons et pour aider à construire des signalements et organiser des signalements à l'attention des élus. Donc, à nouveau, je vais donc arrêter l'affichage de cette carte parce que je voudrais vous montrer, et après ce sera fini, hein, je vais essayer de faire assez court quand même, je voudrais vous montrer ce sur quoi nous travaillons. Donc, nous travaillons sur la définition de typologie de problèmes à Marseille ou ailleurs. Hein. Là, pour le coup, là, on a quelque chose de très, très transversal aux problématiques piétons et personnes à mobilité réduite. Vous en voyez la liste normalement, si vous voyez bien le partage de mon écran. Donc, à Marseille, des aménagements de voirie livrés non conformes, ça arrive, des chantiers non sécurisés, des cheminements sur trottoirs gênés par le mobilier urbain ou bien gênés par du stationnement avec panneaux l'autorisant. Ça, c'est typiquement marseillais. Ça n'arrive pas ailleurs puisque c'est illégal. Hein. Cheminement sur trottoir gêné par l'étalement de terrasses ou des étalages. Des cheminements dus au stationnement irrégulier, un éclairage insuffisant, un sol dangereux, des traversées dangereuses. Je crois que c'est tous les types de problèmes que nous avons pu identifier. Et enfin, là, je suis en train de remonter mon fichier pour que vous voyez la mise en regard de chaque type de problème, de chaque type de signalement avec les élus qui peuvent être concernés. Donc, la métropole, donc la vice-présidence voirie et infrastructure, et la vice-présidence transport et mobilité active, hein, il faudra le rajouter, la mairie centrale, notamment Yannick Ioannessian en l'occurrence, délégué à la tranquillité publique, à la prévention et à la sécurité des espaces publics, les écoles, tout ce qui se passe autour des écoles. Donc, chez nous, c'est Sophie Guérard et Pierre Huguet qui sont concernés par ce type de signalement. Mathilde Chaboche, qui est en charge de l'urbanisme. Audrey Gatian, évidemment en charge de la politique de la ville et des mobilités. La conseillère municipale en charge des personnes en situation de handicap, c'est très, très important. Si nous arrivons à faire avancer la cause des personnes à mobilité réduite, on aura gagné la bataille des piétons. Voilà, c'est un point d'entrée qui est très, très important. Et enfin, pour Marseille, les maires de secteur qui doivent être alertés sur des problèmes que qui peuvent nous être signalés, parce que ce n'est pas nous qui allons à la chasse aux signalements, ce sont des signalements que nous recevons de personnes à Marseille, voilà, dans le cadre de notre maquette et de l'élaboration de ce projet. J'arrête le partage. Je vais conclure. Je vais conclure parce que quand même, voilà, on peut se dire qu'on espère qu'à terme, très vite, dans le cadre du barème des villes marchables, eh bien Marseille arrive à sortir un jour un peloton de tête, parce que là, je pense qu'aujourd'hui, le constat n'est pas tout à fait fameux. Et voilà. Merci de m'avoir écoutée. J'étais un petit peu longue, excusez-moi, j'avais beaucoup de choses à dire. Merci Martine Bigot.
on peut noter un point qui est quand même intéressant, c'est le fait de cette information qui consisterait à ce que 100% de la voirie sur Marseille soit refaite. Donc, c'est quand même un élément essentiel. Et le deuxième, qui est à la limite sous-jacent, c'est la demande de concertation. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire en amont pour permettre justement à ce que les problèmes des piétons, entre autres, puissent trouver des solutions dans ce cadre d'une rénovation. Voilà. Donc, on passerait la parole à… Il y a Yannick Fondu qui représente M. Ponce, qui devrait arriver là-dessus. Sinon, M. Guy Bonetto, et puis après, ensuite l'autorisation. Et puis après, M. Tondu, il pourra répondre à certaines questions, éventuellement. Il est sur le. Je ne suis pas très ouvert. Moi, je voudrais juste dire une chose. Oui, mais bien sûr, après, on est carrément. Parce qu'il est arrivé. Non, bien sûr. Non, mais il y a Monsieur Tondu qui a. Ah, d'accord. Alors, M. Tondu, allez-y. Oui, bonjour. Excusez-moi effectivement de ne pas être présent. Vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Bonjour à tous. Effectivement, donc Henri Ponce, avec qui je viens d'échanger, sera parmi vous d'ici quelques minutes. Donc je vais donner quelques éléments très rapides et il sera présent ensuite pour répondre plus précisément à vos questions. Simplement, effectivement, pour dire tout l'intérêt que nous avons eu à écouter les contributions des associations qui se sont exprimées. Elles sont particulièrement bienvenues puisque nous avons engagé, à vrai dire, d'ores et déjà les premières étapes de l'élaboration d'un plan piéton. Alors, pour l'instant, ça a été un travail, on va dire, plutôt en chambre, qui a consisté essentiellement à faire un benchmark, pardon pour l'anglicisme, ou un parangonnage national de ce qui est fait dans ce domaine, et regarder comment d'autres villes qui ont agi en faveur des piétons se sont organisées, qu'est-ce qu'elles ont mis dans leur plan piéton pour donner des résultats véritablement concrets dans ce domaine-là et surtout donner de la visibilité, car c'est tout l'intérêt d'un plan piéton, c'est d'inscrire des actions concrètes dans une stratégie d'ensemble, dans une visibilité d'ensemble. C'est ce que nous avons fait l'année dernière avec le plan vélo métropolitain, commun d'ailleurs avec le département, dans lequel nous avons fixé un cadre et une stratégie au profit des vélos, et ensuite l'ensemble des actions concrètes, qu'elles soient menées par la métropole, là où elle est compétente, ou par les communes, lorsqu'elles sont notamment, lorsqu'elles possèdent la compétence voirie, eh bien, s'inscrivent dans cette stratégie d'ensemble. C'est un petit peu ce que nous voulons faire aussi sur le plan piéton, et donc pour ce faire, nous sommes inspirés de ce qui a été fait dans les villes, je dirais, les plus exemplaires dans ce domaine-là. Nous avons également recruté un étudiant avec une bourse CIFRE pour pouvoir travailler spécifiquement sur ce sujet. Donc ça, c'était l'année 2020, donc un travail effectivement, pour l'instant, qui n'a pas été rendu public et qui est un travail essentiellement de consolidation de notre propre compréhension du sujet. L'année 2021 va être vraiment l'année majeure pour ce plan piéton, puisque nous souhaitons engager d'abord un travail de consolidation des différentes données dont nous disposons, et puis surtout de concertation. Pour ce faire, nous allons confier un travail à nos deux agences d'urbanisme, la gamme et l'OPA, afin de nous faire des propositions concrètes. Et puis nous allons faire fond de l'excellent travail qui a été mené, je salue en particulier celui qui a été présenté à l'instant par Madame Bigot, pour pouvoir nourrir un diagnostic et faire des propositions très concrètes, en lien, bien entendu, avec l'ensemble des parties prenantes, au premier rang desquelles, bien entendu, les communes de la métropole, puisqu'encore une fois, celles-ci sont compétentes, en tout cas hors du Conseil de territoire de Marseille, sur la compétence voirie. Donc, c'est bien elles qui ont, je dirais, les clés de la mise en œuvre de ce plan piéton sur leur territoire. Donc, les objectifs de ce plan piéton, on aura l'occasion d'y revenir probablement lors d'une séance spécifique à tenir en 2021, c'est de viser à l'apaisement, l'attractivité, l'amélioration de l'accessibilité des espaces publics pour tous les piétons. Je pense qu'on rejoint ce qui a été dit par les associations, et notamment les plus fragiles, personnes âgées, familles avec des jeunes enfants, personnes avec des handicaps. Donc on va travailler à la fois sur l'espace public, bien entendu, M. Guy Bonetto va y revenir dans quelques instants, mais aussi sur des actions complémentaires, notamment liées
valorisation de la marche comme un mode de transport, mode de déplacement à part entière, en particulier avec la mise en valeur d'itinéraires à la fois par le temps de parcours. Bien souvent, on a tendance à surestimer le temps de parcours à pied. Si on informe les gens, ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas loin d'aller à son lieu de destination à pied. Et on peut aussi valoriser des des parcours qui soient spécialement attractifs, à la fois en termes de qualité paysagère ou d'intérêt patrimonial, par exemple. Donc, il y a des actions qui peuvent être menées au-delà de l'espace public en faveur des piétons. Tout ça, en tout cas, sera mis sur la table et étroitement concerté avec les différentes parties prenantes. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur ce cadre métropolitain. Merci, Monsieur Tondu. Est-ce que M. Ponce est là ou... Il va arriver physiquement, en fait. Ah, d'accord, pardon. D'accord, je n'avais pas compris. Monsieur Guigonetto. Oui, mais bonjour. Ou Madame Gassion. Comme vous voulez. Allez. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Pour me présenter juste un petit peu, je suis donc Audrey Gassion, adjointe à la maire de Marseille, en charge de la politique de la ville et des mobilités. Et c'est vrai que cette délégation a aussi évidemment du sens parce que les quartiers périphériques, quartiers prioritaires de la ville sont souvent assez dépourvus de solutions de mobilité à part la voiture. Et c'est vraiment, alors le constat il a été fait, donc je ne reviendrai pas dessus, sur les mobilités à Marseille, il est assez sévère et on sait toute la tâche qui nous incombe et l'ampleur, on va dire, du chantier à venir. Bien sûr, et pour avoir rencontré déjà plusieurs d'entre vous et plusieurs associations, vous savez qu'on a une volonté d'accentuer les mobilités douces et actives dans cette ville et aussi de développer les transports en commun, parce que pour moi, tout ça, ça va de pair. Concernant les mobilités douces et actives, actuellement avec les associations, et d'ailleurs plusieurs d'entre vous participent à ces réunions, les réunions transition écologique et mobilité, justement dans ce sens-là pour travailler avec les associations. Et c'est vrai que notre première réunion, j'ai voulu la placer avec un focus plus particulier sur les piétons, parce que je trouvais justement, et on en parlera vendredi, pardon, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je trouvais justement, et on en parlera vendredi, qu'on parlait beaucoup des cyclistes et des vélos, et c'est très important, et qu'on oubliait un petit peu ce volet piéton, qui pour moi est absolument essentiel dans notre ville. La place du piéton, ça a été dit, on a une ville qui est très peu marchable, où on a des trottoirs qui sont très encombrés par toutes sortes d'objets d'ailleurs. On a aussi une place pour les personnes à mobilité réduite qui est pratiquement inexistante, puisqu'on se retrouve avec des personnes en fauteuil roulant qui sont sur la chaussée, ce qui est absolument inacceptable. Et toute cette réflexion-là, on doit la voir de façon assez globale, pour mieux aussi organiser l'espace public. Et je pense que c'est aussi très important de redonner justement, en enlevant de la place pour la voiture, de la redonner aux piétons et aux mobilités douces et actives. On a plusieurs enjeux qui se profilent à nous. On a cette zone à faible émission qu'on doit mettre en place à partir du 31 décembre 2021, qui est un enjeu majeur et qui pour nous sera aussi un levier très important pour faciliter ce report modal et faire en sorte que les mobilités douces et actives aient plus de place dans notre ville. On a aussi d'autres chantiers, cela a été dit avec, je crois, la rue de l'Avenir. Alors nous, on l'appelle rue des enfants ou rue des écoles. Vous avez bien saisi le sens de ce dispositif-là et on va avoir une expérimentation qui va être d'ailleurs présentée au prochain conseil municipal de décembre sur ce sujet-là, parce que c'est aussi un sujet qui nous tient énormément à cœur et vous l'avez dit avec Madame Sophie Guérard sur la place de l'enfant dans la ville. Sur le plan piéton, j'ai entendu très attentivement ce qu'a dit Monsieur Tondu. Vous savez donc du coup par rapport à ce que je viens de vous dire à quel point c'est quelque chose qui pour nous est important. Le plan vélo, le plan de déplacement urbain l'est, le plan vélo l'est aussi puisqu'on demande une accélération du plan vélo. Et bien sûr que le plan piéton est pour nous absolument central. Et même si la ville n'est pas autorité organisatrice des transports, c'est la métropole. C'est quelque chose qui nous tient à cœur de travailler avec la métropole parce que nous avons aussi cette compétence, et là c'est une compétence ville, de la circulation. Et tout ça, ça doit s'harmoniser parce qu'on ne peut pas en effet travailler chacun dans notre coin. Et on a entamé un travail avec les métropoles sur plusieurs sujets. Là, on va se voir très très prochainement sur les pistes cyclables. Et on souhaite que ce travail, bien sûr, continue avec la métropole, autorité organisatrice de transport, et bien sûr avec les associations
puisque nous sommes maintenant à notre deuxième réunion avec les associations sur la transition écologique et les mobilités. Et bien sûr, il y en aura plein d'autres. Merci Madame Gassian. Monsieur Guigonetto. Bien, mais bonjour, Monsieur Guigonetto Patrick, le maire de Céreste, donc voilà, et vice-président au CTE, délégation Avarie et Mobilité. Donc, je ne vais pas reprendre les propos de tout le monde, mais la réunion est simple. Hein, le but, c'est de se concerter, de travailler intelligemment. On a des constats de faits. Bon, on est tous conscients aussi du fait que cette année était un peu particulière. Donc, forcément, même si on avait quelques idées d'aménagement qui avaient évolué dans le mode de vie, cette année, on se rend compte qu'il y a encore plus de besoins, quoi. Donc, comme l'a dit le président Giberti, c'est de travailler en bonne intelligence, c'est ce qui a été dit la dernière fois. Donc, en concertation, il y a quelques associations qui mettent des idées, nous aussi on peut les réaliser. Et moi, ce que je veux, enfin, je ne suis pas Marseillais, vous le savez, je suis resté, mais on a toujours essayé, mais depuis le début du mandat, c'est un point qui est pris en compte. Donc, chaque fois qu'il y a eu des aménagements de fait avec le CTE ou l'ancienne communauté urbaine, on a privilégié, bon, pour Céreste, je parle de ce que je connais, hein, je suis désolé, j'en parle peut-être un peu mieux que ce que je ne connais pas. À chaque fois, on a réaménagé pour les piétons, pour les poussettes, on avait des largeurs de trottoirs qui étaient très peu importantes, les poussettes ne passaient pas. Et c'est vrai qu'on a eu tous une époque où on privilégiait le stationnement pour le petit commerce local, mais on y réfléchit tous. Force est de s'adapter. Donc, je pense que le discours il est cohérent, que ce soit le président du territoire, comme il a dit la dernière fois, et puis tous les intervenants. Et voilà, on est tous concernés, préoccupons-nous. Et puis, bon, cette année 2021 sera peut-être une année de réflexion, effectivement. Alors, j'entends que les délais sont peut-être un peu contraints, mais il y a beaucoup de travail. Et pour le faire rapidement, peut-être une bonne concertation avant, ça fera gagner du temps et qu'il y a des moyens. Voilà, je vous remercie en tout cas et prêt à répondre aux questions. Peut-être une confirmation, donc le fait que la métropole, via le CT1, envisage de rénover, de renouveler 100% de la voirie sur Marseille, c'est quelque chose qui est acté. Je dis ça parce que ça sous-entend, comme je le précisais, qu'il y a un travail en amont, bien entendu avec la ville, ça va de soi, mais je suppose que c'est chose actée, mais surtout avec le réseau associatif, c'est là où, avant que les travaux soient réalisés, on puisse faire des propositions pour éviter après de se retrouver avec des choses qui, au bout du compte, ne sont pas conformes à la sécurité ou sont un peu ou suscitent des conflits entre différents acteurs, cyclistes, piétons ou autres, et qu'on puisse avancer sur quelque chose qui soit, au bout du compte, partagé par tout le monde et efficace. Voilà. Alors, pour ce que je peux rappeler, je crois que vous étiez à la réunion, peut-être le président Giberti avait évoqué, si vous étiez, non ? Je ne suis pas certaine d'avoir été. Alors, je pense que la voirie, effectivement, c'est ce qu'il avait été évoqué, mais c'était surtout la voirie propre. Après, la métropole fait le territoire, chaque fois qu'il y a de la voirie refaite, maintenant, on évite de mettre des potelets, on évite pour les piétons, parce que c'est compliqué. Nous, pour venir à Céreste, on avait des potelets qui étaient au nord il y a quelques années, qui ne le sont plus. C'était des demi-sphères opposées, où moi j'ai ramassé quelqu'un dimanche matin qui tombait, parce que la voirie là. Donc, les efforts logiques, et on adaptera. Après, dans les rénovations, effectivement, je n'ai pas la légitimité. Bon, c'est peut-être chaque arrondissement, chaque mairie d'arrondissement qui ferait des études précises de ses besoins, de ses volontés. Et la métropole, je pense, sera la première répondre. Non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on avance, c'est un peu ce qu'indiquait M. Tondu, c'est qu'on avance sur un nouveau partage de la voirie, qui soit peut-être un peu moins favorable pour la voiture et peut-être un peu plus favorable pour les autres modes de déplacement, que ce soit les transports collectifs, que ce soit les piétons ou les cyclistes. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est le but de cette année de concertation, je pense. Oui, je pense qu'en tout cas, c'est notre volonté qu'en effet, on réduise la part de la voiture qui est beaucoup trop importante dans Marseille. Et on a d'autres agglomérations et d'autres grandes villes de France qui ont déjà fait ce travail. Donc, on est en retard, on va rattraper le retard parce que c'est une nécessité. Et en effet, l'idée, c'est d'arrêter les conflits d'usage. Et notamment, je voulais revenir, je crois que ça a été dit déjà, mais les pistes cyclables sur les trottoirs, c'est quelque chose sur lequel on est très opposé parce qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et ça dérange tout le monde, en fait. Ça dérange les piétons et les cyclistes. Donc, on a, on va dire, un aménagement qui est totalement inadapté à ce qu'on souhaite. Et les terrasses des bars. Et les terrasses des bars. Ça, c'est un autre sujet. Je serai moins compétente pour en parler. Philippe, tu aurais une première série de questions. Je crois que Marianne... Oui, moi, je voulais juste rajouter un petit mot. C'est que il faut qu'effectivement les villes soient piétonnes, largement. Mais pour ça, il faut d'abord donner envie aux gens de marcher. Et que je pense qu'il y a tout un travail à faire dans les écoles, etc. J'ai toujours dit, quand on est une maman,
Un des plaisirs, c'est d'emmener son enfant à l'école, pas en voiture, où on le jette devant la cour d'école, mais on le tient par la main, on lui fait un bisou et on lui dit bah, tu vas faire ton chemin, moi je vais faire le mien. Et je crois que si on ne donne pas aux gens l'envie aussi de marcher, et c'est sans doute le rôle de la Fédération française de la randonnée, hein, voilà. Si on ne leur donne pas envie, ça ne marchera pas parce qu'on aura effectivement moins d'aménagement sur les trottoirs. Mais si les gens n'arrivent pas à se prendre aussi eux-mêmes, ça ne marchera pas. Donc, oui, j'ai reçu, merci. Mais il n'y a pas ma photo, mais j'entends. C'est Philippe qui me l'a envoyé. Marie, coupe ton micro, s'il te plaît. Voilà, je voulais juste te dire ça parce que je crois que c'était important et que du coup, Place aux piétons, c'est bien 3 associations qui ont vocation complémentaire. Hein. Il y en a une qui est plus sur l'aménagement très direct, il y en a une qui est sur de la programmation à moyen terme, et il y en a une troisième, la Fédération française de la randonnée, qui est c'est sur la marche de façon générale et comment est-ce qu'on peut utiliser la marche et comment est-ce qu'on peut traverser la ville avec de la marche, etc. etc. Merci. Philippe. Alors, d'abord par rapport aux piétons, il est question de stationnement des motos, entre autres sur les trottoirs, et de leur impunité. La ville, puisque c'est de la compétence municipale, ne fait pas grand-chose pour éviter et pour verbaliser les motos sur les trottoirs. Deuxième question, comment contribuer à ce travail? Ça, c'est pour Anne-Marie Bigot et sa synergie de travail des piétons. Les gens demandent comment ils peuvent contribuer à... Je suppose que c'est en adhérant surtout à son association et en participant. Ensuite, existe-t-il un compte sur Twitter pour défendre les droits des piétons? Toujours pour Martine. Une réflexion incroyable, la place ridicule laissée aux piétons alors que c'est le mode de transport principal. Bon, ben ça, on espère que ça va changer. La dernière enquête ménage qui date maintenant, il y a 10 ans, je crois que la part modale des piétons sur Marseille, c'était plus de 30%, si ma mémoire est... Oui, c'est ça. Pardon? 39? 39%. Le mobilier urbain inutile ou mal placé, ça, qui encombre les trottoirs. Certains se rebellent contre les écrans qu'on trouve devant justement les arrêts de bus et tout ça, ou qui font de la pollution par écran, quoi, en fait. Hein. Les gamins, ils sont posés le nez devant l'écran en attendant le bus. C'est pas vraiment très bon. Il ne faut pas que la métropole ralentisse le financement des projets des communes. Et certains se demandent si la Réunion est centrée exclusivement sur Marseille. En fait, j'ai répondu que tout ce qui était applicable à Marseille était généralisable à l'ensemble de la métropole. Et de toutes Peut-être avant de passer la parole pour répondre aux différentes questions, il faut reprendre le propos de M. Tondy. Je pense qu'il a été clair, c'est qu'il y a l'idée d'un plan piéton métropolitain. Donc, ça sous-entend, à l'image du plan vélo, que ça puisse concerner, alors vous pouvez voir sous quelle forme, bien entendu, parce qu'il y a la compétence voirie qui n'est plus la même selon les cas de figure, comme pour le vélo, mais en même temps, c'est important qu'il y ait de la cohérence, une impulsion, une dynamique qui aille sur ce développement. Je pense que c'était un peu l'objet du propos de M. Tondu. Voilà, par rapport à ces différentes... Oui, moi je peux apporter déjà quelques réponses. Je voulais juste revenir sur ce que vous aviez dit juste avant par rapport au fait d'encourager les personnes à marcher. On a aussi dans notre volonté justement de favoriser la marche à pied, de végétaliser les rues, parce que si on a des rues beaucoup plus agréables, on a des rues qui pour l'instant sont excessivement minérales, et des espaces même publics au-delà des rues, hein, des grandes places qui sont très minérales. On pense que si on végétalise les espaces publics, on crée aussi des îlots de fraîcheur. Et alors, notamment, on pense à l'été, évidemment, mais on rend la ville beaucoup plus agréable et beaucoup plus marchable. Je voulais aussi revenir sur ce qui a été dit sur les stationnements des 2 roues motorisés sur les trottoirs. En effet, lorsque je disais que les trottoirs sont encombrés actuellement, en effet, ils sont encombrés de tout type d'objets et de véhicules. On a parlé des voitures, on peut parler en effet des 2 roues motorisées. On a aussi des fois des trottinettes qui sont en travers de trottoirs très étroits. C'est vraiment une réflexion qu'on a assez globale sur comment on rend le trottoir et comment on sanctuarise le trottoir pour les piétons.
Et ça, je pense qu'on y arrivera que si on arrive à organiser l'espace public avec des zones de stationnement aussi. Il va falloir que les deux roues aient des zones de stationnement pour deux roues qui soient organisées. Alors, on parle d'arceaux. Enfin, là, je sais qu'actuellement, on a des fois des deux roues qui s'accrochent aux arceaux des vélos. Donc, du coup, ça limite les places pour les vélos. Donc, on a vraiment une réflexion à avoir sur comment on fait des arceaux pour les bons usages et qui ne soient pas détournés de leurs usages. Et comment on organise l'espace public pour que chacun ait sa place. On ne va pas supprimer les deux roues de la ville. Hein. C'est que des personnes circulent en scooter ou en moto, on l'entend tout à fait, mais il faut que tout ça, ça soit organisé pour qu'on n'ait pas de conflit d'usage, justement, et qu'on n'ait pas de stationnement gênant. Je ne sais pas si j'ai sûrement pas répondu à tout. Sur les écrans publicitaires et la pollution visuelle, on nous a déjà fait la remarque. J'en ai complètement conscience. Ensuite, on va voir comment pareil tout ça s'articule. Ce qu'on peut faire sur ce sujet-là, qui concerne, voilà, pas que, en effet, là, on était surtout sur la circulation et sur la pollution atmosphérique, mais c'est aussi une pollution dont il faut tenir compte, évidemment. Oui, est-ce que je peux rebondir? Est-ce que je peux rebondir sur la question du stationnement, que ce soit à Marseille ou sur l'ensemble de la métropole, hein, les questions sont vraiment transversales. La loi oblige à créer des zones de réserve autour des passages piétons, c'est-à-dire de libérer en amont des passages piétons tout stationnement de véhicules. C'est-à-dire qu'on aura, d'ici 4 ans, il sera interdit de stationner pour les véhicules, pour les voitures, proches des passages piétons. Et le plan de déplacement urbain de la métropole d'Aix-Marseille a prévu, et ça, ce serait vraiment intéressant de le mettre en place très rapidement, d'utiliser cette zone de réserve qui ne seront plus pour les voitures à l'attention des vélos et des trottinettes. Donc, on aurait déjà des espaces qui seraient dédiés à ces types de déplacements et qui ne gêneraient pas les piétons ni leur visibilité et qui pourraient offrir des solutions de stationnement aux trottinettes notamment qu'on retrouve sur des trottoirs lorsqu'elles sont en location et des vélos. Voilà, je voulais juste intervenir sur cette question-là. Je ne parle pas des motos, hein, je parle des vélos et des trottinettes. Et puis, pour la question sur la communication des piétons, il y a une page Facebook Piétons à Marseille. Il n'y a pas de compte Twitter Piétons à Marseille, mais il y a un compte Twitter 60 millions de piétons, donc l'association à laquelle nous sommes affiliés. Voilà. Monsieur Ligonetto. Quelqu'un a évoqué la problématique hors Marseille. Oui, peut-être voilà, c'était tout à l'heure. Ouais, il est vrai que ce qui concerne les motos et les vélos, on parlait de la Ciotat SRS. Nous, on a fait un référencement sur le village et la Ciotat a commencé, d'ailleurs, le territoire à organiser des stationnements de motos. Et je vous garantis que ce n'est pas très bien perçu dès le départ par les motards. Parce qu'ils ont le même problème que les automobilistes. Ils veulent stationner, ils veulent être plus près. Donc voilà. Donc, nous, on a fait une étude avec les services du territoire, on a fait faire une étude et on a déterminé le remplacement. Ce n'est pas simple non plus dans le petit village, hein, parce que nous, on est un village qui est romain, on s'associe. Juste une petite, voilà, pour avoir un petit détail, trouver des places handicapées pour des stationnements de véhicules, nous, c'est compliqué, parce qu'il faut des largeurs supplémentaires. Et dans les petits villages, ce n'est pas évident. Donc, je vous dis, tout est compliqué en fait. Puis bon, changer de mode de vie et d'habitude. Je sais que le territoire refait aussi, quand on parlait des passages piétons, on est en train de regarder aussi la norme de sécurité, le dégagement tout autour. Ça commence à être fait. Voilà. On avance tranquillement, c'est fait, on fait. Après, Marseille, c'est vrai que ce n'est pas le quartier que je connais le plus, quoi. Voilà. Mais non, pour nous, le principal, c'est de bien étudier, de concerter, parce que l'habitant d'un village, c'est compliqué, quoi. Il aime bien tout sous sa porte, il aime bien... ça rejoint aussi le problème du petit commerce, parce que si on ne se gare pas, on ne va pas chez le commerçant. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse approche avant de prendre des décisions qui peuvent être impactantes pour certains. Juste par rapport à la loi, par rapport au passage piéton, c'est la loi LOM. En effet, on réfléchit comment on peut, justement, dans toute cette logique-là d'organisation de l'espace public, comment on peut peut-être utiliser cet espace dégagé pour, notamment, vous avez parlé vélo et trottinette. On est en pleine réflexion parce que, clairement, il y a un besoin d'organisation et aussi avec des systèmes de dock à trottinette. Comment on peut faire ça? Je sais que Paris le fait déjà.
et on observe très attentivement comment ils le font et les résultats que cela donne aussi. Alors, deux questions en deuxième question par rapport à la végétalisation des rues. Pourquoi est-ce que les arbres sont systématiquement élagués, ce qui leur évite de faire beaucoup d'ombre justement en été? Et deuxième question, on pense qu'actuellement les arbres plantés sont pas tout à fait bons pour faire de l'ombre plus tard. Je ne sais pas de quel type d'arbre il parle, si c'est des mycocouliers, je ne sais pas ce que vous plantez actuellement comme arbre dans la ville. Alors là, pour le coup, je ne saurais pas vous répondre au niveau des espèces, puisque c'est Madame Ben-Marnia qui s'occupe des espaces verts et de ces questions-là. Concernant l'élagage des arbres, je pense que c'est pour des questions aussi de sécurité et de chute de branches. Mais je ne veux pas apporter des réponses sur des questions que je connais moins, mais en tout cas, je me renseignerai pour vous répondre clairement. Ouais, clairement. Oui, peut-être une question sur l'entrée dans les villes, en fait. Je me souviens, lors d'un échange pour préparer cette table ronde, Marianne évoquait la difficulté pour les randonnées, on reviendra une autre fois sur les cyclistes, mais lorsqu'on part d'une randonnée et pour arriver dans une ville, bien souvent, on va dire que ce soit le plus accueillant, que ce soit le plus adapté pour marcher. Et c'est aussi quelque chose à prendre lorsqu'on parle, à juste raison, du côté attractif de donner envie de marcher. Ça sous-entend que peut-être que la voirie moi, quand je parle de voirie, j'intègre aussi le trottoir, donc soit envisagé différemment, de façon à ce qu'on n'a pas l'impression de rentrer dans une friche, mais de rentrer dans un lieu qui en fait, qui accueille, quoi. Et comme on est sur un territoire où les sentiers de randonnée sont quand même multiples et importants, c'est à prendre en compte dans la réflexion du renouvellement de cette voirie sur Marseille, mais je pense également à toutes les communes. Oui, je voudrais d'ailleurs signaler qu'en fait, on a été la première ville, Marseille, à avoir un sentier métropolitain. Hein, le GR 2013 qui traverse dans les deux sens Marseille. Et le premier sentier métropolitain qui a existé, après ça il y a Paris bien évidemment, et il y a Marseille à pied qui existe et qui est en train d'être remis au goût du jour. Mais ce que vous disiez sur les problématiques de moto, et moi j'ai un mari qui est motard, et voilà, je veux dire, il faut aussi apprendre aux gens quand même que s'ils font 50 mètres à pied, c'est pas si dramatique que ça, quoi. Hein, vous avez raison. Et peut-être que M. Tondu, s'il souhaite un peu dessiner ce que pourrait être le plan piéton métropolitain. Il est parti ? Non, excusez-moi, je ne suis pas parti, je vous écoute très attentivement. Bon, c'est effectivement c'est difficile de parler d'un... Vous m'entendez bien ? Oui. Ok, oui, donc c'est un peu difficile de parler d'un plan qui aujourd'hui n'en est qu'au stade, je dirais, comme je vous l'ai indiqué, des intentions et de comparaison avec ce qui peut être fait ailleurs. Globalement, les domaines d'action, lesquels sont-ils ? L'objectif, c'est de structurer, de valoriser l'ensemble des actions de la métropole et des communes membres de la métropole en faveur des piétons. Donc, il s'agit essentiellement de donner du sens, de fixer un cadre, de définir une stratégie transversale et des actions complémentaires, notamment avec les communes, et puis impliquer l'ensemble des acteurs, notamment associatifs, et des collectivités, dans l'élaboration d'une dynamique d'ensemble en faveur des piétons. Donc, à la fois, on va valoriser les actions qui sont en cours, parce que comme ça a été dit, on ne part pas de zéro. Il y a déjà pas mal de choses qui sont faites en faveur des piétons, en particulier, je pense au plan Marseille Change sur le cœur de Marseille. Hein, Patrick Guigonetto pourra en parler de façon plus approfondie, mais qui est quand même une étape très, très symbolique, le fait de voir le bas de la Canebière piétonnisé. C'est quand même quelque chose qui est, à l'échelle de l'histoire de Marseille, quelque chose de tout à fait, qui était attendu, je crois, et qui est très significatif.
Ensuite, c'est d'essayer de prioriser des budgets en faveur des piétons. On n'en a pas parlé. On sait que les crédits publics sont rares de nos jours, mais l'idée, c'est qu'en mettant en valeur cette intention de favoriser les piétons, c'est une occasion de dire que dans nos budgets, cette place doit être lisible et que des crédits doivent y être consacrés. C'est aussi une façon d'encadrer, d'orienter les projets. C'est-à-dire que quand, comme ça a été dit, on refait une rue, eh bien, on doit être systématiquement, à travers des grilles d'analyse, par exemple, à travers un certain nombre de principes d'aménagement, on doit être en mesure de justifier que la place du piéton y est respectée et qu'elle est améliorée par rapport à la situation actuelle. Donc, il a été souligné par tous les intervenants qu'elle était trop souvent insuffisante. Ensuite, il s'agit aussi de créer une gouvernance de la place des piétons, puisque comme ça a été souligné, ça fait finalement intervenir pas mal d'acteurs, et donc le fait de les regrouper au sein d'une même instance qui permet de mieux coordonner leur action me paraît quelque chose de tout à fait crucial. Voilà en gros les orientations. Après, sur le contenu des actions, c'est un petit peu tôt pour en parler. Nous, on a regardé ce qui se fait ailleurs, donc ça ne peut pas engager à ce stade la métropole sur le contenu de son propre plan piéton, mais on peut dire par exemple que le plan piéton, ça sert à créer des zones de circulation apaisées, avec généralisation de zones 30, mise en place de zones de rencontre, voire effectivement des rues qui seraient entièrement piétonnisées, et pas forcément exclusivement dans le centre-ville, parce que c'est vrai que c'est je dirais historiquement, ce sont d'abord les hypercentres qui ont été piétonnisés, mais on peut très bien, dans des territoires multipolaires comme le nôtre, imaginer que dans tel ou tel quartier, dans tel ou tel noyau villageois, pour utiliser une expression urbanistique qui est propre à notre territoire, on peut avoir pourquoi pas des rues ou des groupes de rues qui soient piétonnisés. Ça fait partie des choses qui sont tout à fait envisageables. Ensuite, autre type d'action qu'on retrouve dans beaucoup de plans piétons, c'est tout ce qui va contribuer à la sécurisation, à la facilitation des piétons. Je pense en particulier au respect systématique du stationnement, de l'interdiction de stationnement en amont des passages piétons, l'augmentation des lieux de pause, suppression du stationnement sur trottoir, ça a été dit, création de continuité piétonne, là où elles font défaut. Je pense notamment, ça c'est une action qui est plus de long terme, à la création ou à la recréation, parce que parfois elles ont été supprimées, des continuités piétonnes à travers certains grands îlots. On sait que dans une ville comme Marseille, mais pour bien connaître Montpellier, où j'ai longtemps travaillé, c'était la même chose à Montpellier, vous avez des grandes copropriétés qui se sont fermées et qui créent de fait des coupures considérables pour les piétons, y compris par exemple pour l'accès au transport en commun. Donc là, l'idée de créer ou de recréer des perméabilités piétonnes, notamment là où on est de long linéaire dépourvu de perméabilité, ça peut faire partie des ambitions d'un plan piéton, y compris, pourquoi pas, en créant des emplacements réservés pour pouvoir créer ce type de cheminement. Après, il peut y avoir également dans un plan piéton une charte sur la prise en compte du piéton et la qualité des itinéraires, la lisibilité, l'agrément, le caractère ombragé, par exemple. Ça fait partie des choses qui peuvent être, je dirais, sinon il faut éviter tout dogmatisme, mais ça peut faire partie des choses qui sont systématiquement étudiées et promues dans le cadre des projets d'espace public. La place de la nature en ville de façon générale, ça dépasse très largement le débat d'aujourd'hui, mais un plan piéton peut s'appuyer sur une végétalisation accrue de l'espace public, et je crois que les opérations qui ont été réalisées ces dernières années à Marseille en particulier, mais il y a également des bons exemples à Aix par exemple, montrent qu'effectivement on peut faire des opérations où la place de la nature en ville contribue à faciliter et à rendre plus agréable le cheminement piéton. Voilà. Après, je l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi imaginer des outils digitaux. Alors,
ne s'agit pas de dire qu'on a besoin absolument d'un smartphone pour pouvoir marcher. La déambulation doit être possible pour tout un chacun, y compris sans outils numériques, mais ça peut être notamment pour des touristes qui ont besoin de se repérer dans la ville, quelque chose qui peut les encourager que d'avoir un GPS piéton qui non seulement leur permet d'aller au plus court là où ils veulent aller, mais aussi de les faire passer, s'ils le souhaitent, par des rues agréables, leur permettant de découvrir par exemple le patrimoine local. On a parlé aussi des actions de communication, des actions de sensibilisation en direction des différents publics. Ça a été dit tout à l'heure par une des intervenantes, notamment sensibiliser les parents d'élèves au fait qu'il est possible et même agréable d'amener ses enfants à pied à l'école, qu'on n'est pas obligé de commencer par les mettre dans la voiture et puis de se demander après ce qu'on va faire. Il faut éviter le réflexe automobile partout où c'est possible. Voilà, et puis dernier point qui renvoie à notre compétence mobilité dans sa dimension intermodale, c'est aussi favoriser l'accès aux pôles d'échange multimodaux à pied. Une bonne partie de notre plan de déplacement urbain s'appuie sur la valorisation des pôles d'échange, qui sont points d'accès au réseau de transport métropolitain. Eh bien, trop souvent, ces pôles d'accès, ces gares routières, sont difficiles finalement d'accès à pied, et nous devons faire un travail de proximité sur la création d'itinéraires qui permettent à ces pôles d'échange d'irriguer très, très largement le tissu qui les entoure. Voilà quelques exemples. Encore une fois, ce n'est pas un plan, mais ce sont quelques idées que nous avons repérées dans les plans piétons qui ont été étudiés venant d'autres villes en France et en Europe, et que nous souhaitons pouvoir mettre au débat avec l'ensemble des participants. Je vois qu'il y a un message qui a été adressé pendant que je parlais sur l'accès aux personnes à mobilité réduite des gares. Vous avez parfaitement raison. L'accès aux personnes à mobilité réduite des gares, c'est un élément essentiel de la conception des pôles d'échange eux-mêmes, et nous menons un travail assez systématique pour pouvoir rendre les quais en particulier accessibles. Alors ça, c'est plutôt du ressort de la région et de la SNCF, mais dans les gares routières, c'est nous, et on fait en sorte que les équipements eux-mêmes soient accessibles, mais il faut aussi que les abords du pôle d'échange soient accessibles. Ce n'est pas la peine d'avoir des quais accessibles si les trottoirs autour du pôle d'échange ne le sont pas. Donc, il y a une approche globale. Un pôle d'échange, ce n'est pas seulement le foncier sur lequel est assis l'équipement de transport proprement dit, c'est aussi son environnement, c'est aussi la zone, le halo d'influence qui se situe autour et qui inclut la voirie publique. Voilà quelques idées, M. Petit. Je ne sais pas si ça répondait à votre question. Merci beaucoup. Ça donne pas mal de pistes. J'ai quand même une question pour nos invités. En espérant que nous ayons un plan piéton métropolitain, encore une fois à l'image du plan vélo, mais connaissant le fait que la compétence voirie est très éclatée, puisque une partie, c'est le conseil de territoire 1, l'autre, ce sont les communes, comment vous envisagez, vous imaginez la mise en œuvre d'un tel plan piéton, c'est-à-dire dans les 92 communes de notre métropole? Ouais, je vais le faire. Je ne sais pas à qui cette question s'adresse. Nous inviter, à vous, à M. Guigonetto, à Audrey Gassian. Alors, moi, sur le plan piéton, la ville sera bien sûr très envie et sera très enthousiaste pour y participer, parce que, comme on l'a dit, c'est vraiment un enjeu majeur pour nous. Pour l'instant, j'entends que M. Tondu a indiqué que c'était un travail encore en chambre, mais dès qu'il sortira du travail en chambre, nous serons présents et bien sûr très volontaires pour y participer, pour le mettre en œuvre de la façon la meilleure possible, et avec en effet tous ces éléments-là, et pour avoir cette vision globale sur la ville. M. Guigonetto. Moi, encore une fois, pour parler de ce que je connais un peu mieux, je vous invite à venir visiter et utiliser la voiture de la Ciotat, donc ça va être un très, très prochainement. Après, pour revenir,
chaque commune dans la métropole a son propre plan. Les maires qui sont en place maintenant ou qui avaient des mandats précédents ont déjà réfléchi la plupart. Je ne vais pas parler pour eux. Nous, c'est notre cas, on a réfléchi, on s'est concerté avec la Ciotat, on a travaillé en bonne intelligence. On a créé un groupe scolaire dans une zone un peu excentrée, justement pour éviter le dépose minute. Ça venait du drive, quoi, les petits à la sortie de l'école. Quand les parents là, ça s'est saturé. Non, mais c'est vrai, on est tous pressés, on ne prend pas le temps. On a excentré le cahier d'école, on a sorti cette circulation du village. On a eu la chance, le territoire, à l'époque, la métropole, pour équiper un parking de covoiturage à côté, parce qu'on est très près de la Ciotat, donc accès direct Toulon-Marseille. Voilà. Et on a la voie 12 qui rejoint ça. On a, tout bête, on a fait, quand on a créé cette école, on a fait avec le territoire, on a mis un plan, un positionnement pour les vélos pour les enfants. Donc c'est tout bête, mais on a décoté, les enfants arrivent en vélo avec les parents, et vous voyez les vélos qui sont positionnés. Et j'ai pris, moi, sur mes réseaux, une fois, une photo où c'était rigolo, quoi. Vous voyez trop petits vélos, et voilà. Donc c'est un mode de vie qui commence à être un peu plus. Alors on a un peu plus de chance, on est excentré, c'est un village. C'est pas tout à fait le mode de vie. Voilà. Donc je pense que pour revenir à la question, c'est de travailler encore une fois en concertation, intelligemment, et sachant que c'est pas que notre village, c'est un plan métropolitain, ça porte bien son nom. Donc il y a une cohésion avec les autres villes à côté, les autres arrondissements. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, quoi. Il y a plein de villages à Marseille. C'était sur Voilà, village, absolument, il ne faut pas penser que non, mais moi je parle à centre-ville, mais on sait très bien que ce sont des petits villages. Et juste, je voulais préciser, parce qu'on a aussi cette réflexion sur les abris à vélo dans les écoles pour encourager justement les enfants à venir à vélo. Et c'est aussi une délibération qui sera portée au prochain conseil municipal que je co-signe avec mon collègue Pierre-Marie Ganosi. Monsieur Tournu, vous vouliez parler ? Oui, je voulais juste effectivement ajouter un élément parce que je crois que le plan vélo donne un petit peu la façon dont on peut procéder sur le plan piéton pour accompagner les communes. Sur le plan vélo, là où la métropole n'est pas compétente en matière de voirie, ce qu'elle apporte, c'est de l'ingénierie. Hein, on a mis en place, je crois que ce sera l'objet d'une des tables rondes de demain, on a financé et conduit des études visant à créer des itinéraires vélo, à définir des itinéraires vélo sur des échelles intercommunales. Alors, c'est particulièrement vrai sur le vélo où très rapidement, en fait, l'échelle communale montre ses limites. Hein. Très souvent, les parcours dépassent les frontières communales. Et donc, on a défini ces itinéraires en partenariat très étroit, bien entendu, avec les communes et avec nos collègues du conseil départemental. Et on peut imaginer, alors ça, après, c'est aux élus d'en décider, que sur la base de ce plan, d'abord, chaque commune s'en saisira ou s'en saisira pas en fonction de ses priorités. Et la métropole pourra accompagner, éventuellement, par exemple, par des subventions, à des opérations d'espace public qui s'inscrirait dans la mise en œuvre de ces itinéraires d'intérêt métropolitain. Donc on voit qu'on peut parfaitement articuler une vision métropolitaine, une stratégie métropolitaine, avec une mise en œuvre communale, respectant, je dirais, les principes de proximité qui sont au cœur de la construction de la métropole dans ce mandat. J'ai une autre question qui a été posée sur une des propositions de Martine Bigot, c'est-à-dire le fait qu'on puisse disposer d'une application qui fasse état de problèmes sur la voirie, problèmes de sécurité, problèmes de dégradation, problèmes de difficultés à circuler ou de stationnement sauvage. La question, c'est que, on y reviendra lorsqu'on parlera dans d'autres tables rondes sur le vélo, c'est que l'échange qu'on avait eu, je me souviens, avec la direction de la voirie du CT1, c'était en gros, c'est la crainte d'avoir une multitude de constats et la difficulté de pouvoir y répondre. Or, ça mériterait quand même qu'on puisse s'appuyer malgré tout sur des pratiquants, qu'ils soient piétons, qu'ils soient personnes à mobilité réduite ou que ce soit pour les cyclistes sur d'autres sujets, c'est qu'il y ait quand même quelque chose qui puisse se mettre en place visant à essayer de remédier. Alors, on peut imaginer l'immensité de la tâche, mais comme il y a quelque chose qui va se faire sur le renouvellement de la voirie, ça peut être aussi un sujet à mettre de côté de façon à pouvoir faire en sorte qu'il y ait une sorte de va-et-vient entre l'usager et celui qui dispose de la compétence pour pouvoir régler les problèmes. Voilà, c'est certainement une proposition
à creuser dans l'avenir. Philippe, d'autres questions? Alors, j'avais une question ou deux questions pour Madame Gassion à nouveau. En ce qui concerne la future zone à faible émission, quid, quand est-ce qu'elle va voir le jour? Et deuxièmement, comment est-ce que vous allez réguler l'entrée des véhicules dans cette zone? Alors, la zone à faible émission que M. Tondu aussi connaît bien, puisque c'est un sujet qui a été travaillé d'abord par la métropole et qui du coup revient à la ville par rapport justement à sa compétence de circulation. Nous, notre objectif, et c'est la loi aussi qui nous l'impose, et on est très content d'ailleurs que la loi nous l'impose, c'est qu'elle soit mise en place au 31 décembre 2021. Donc là, on a, à partir de maintenant, on va dire un temps de travail, où justement, on va voir comment on la met en œuvre et avec quel, on va dire, séquençage on la met en œuvre, parce qu'il y a aussi une partie de concertation. Donc, ça sera tout l'objet de l'année 2021, qui va être une année capitale pour mettre en place cette zone à faible émission. Je crois qu'il y avait une deuxième partie dans votre question. Oui, c'était comment réguler l'accès des véhicules. Comment réguler l'accès des véhicules? Alors, on a plusieurs pistes on n'est pas encore allé au bout, hein, puisque ce sujet nous a été présenté notamment par les services de M. Tondu en septembre. Et il faut qu'on voit en effet comment on l'a fait fonctionner, parce que ce n'est pas tout de tracer sur une carte, on va dire un contour de zone à faible émission. Si ensuite elle ne fonctionne pas, ça n'a aucun intérêt. Tout le monde aura perdu son temps. Et nous, notre objectif, c'est que ça fonctionne, puisqu'on sait qu'on est une ville très polluée, avec des pics de pollution assez incroyables, et notamment autour des écoles. Je reviens aux écoles parce que c'est un peu le fil conducteur aussi, et c'est une priorité pour notre majorité municipale. On a des écoles où on a des pics de pollution qui sont inacceptables. Et cette zone à faible émission, ça doit aussi servir à ça, à faire baisser la pollution dans toute la ville, mais aussi parce qu'on sait qu'on a à l'intérieur de cette zone trop d'écoles qui sont avec des seuils qui dépassent très largement ce qui devrait être. Donc, on va voir comment on met en place ça. Ça va bien sûr, a priori, hein, je ne vous dévoile rien de très secret, se baser sur les vignettes critères. Donc, il va falloir que tous les Marseillaises et Marseillais s'équipent des vignettes critères. On aussi est là, on va dire, un challenge pour faire accepter cette vignette qui est quand même très peu répandue pour l'instant à Marseille, puisque du coup, ça a été sur je crois, 2 pics de pollution où elle a été demandée, mais ce n'est pas encore devenu un automatisme. Donc, l'objectif, c'est qu'en effet, ça soit un automatisme pour qu'on puisse contrôler les vignettes critères et qu'on ait du coup les voitures les plus polluantes, les véhicules les plus polluants. D'ailleurs, on ne parle pas que des voitures, hein. Il y a aussi des véhicules lourds polluants qui restent à l'extérieur de la ville. Mais ça aussi, ça s'organise. J'en profite aussi que la métropole soit avec nous, parce que du coup, et ça a été dit hein, dans une réunion avec la métropole, avec Mme Pila, avec M. Tondu également, on a besoin, pour que cette zone à faible émission marche, que les transports en commun marchent aussi et soient développés. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. On ne peut pas dire aux personnes utilisez moins votre voiture ou n'utilisez plus du tout si elle est trop polluante, et ne pas proposer de solution à côté. Donc, on a aussi besoin de travailler tout ça en parallèle. Et il faudrait également que les transports en commun deviennent vertueux au point de vue émissions de polluants, eux aussi. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Quand on est en vélo, on le sait. Voilà. J'en profite parce qu'il y a eu 2-3 petits messages de M. Cassagne, qui est le monsieur mobilité active au sein de l'établissement public, le CEREMA. Et donc, on sait qu'on peut compter sur cette institution pour aider les collectivités, et notamment la métropole, mais je sais que la métropole travaille avec, donc pour avancer dans la bonne direction sur ce sujet-là. Tu voulais intervenir? Oui, je voulais dire 2 choses. Sur ce que tu indiquais tout à l'heure sur les points. Voilà. Au niveau des sentiers, il y a une expérience qui est faite maintenant depuis une dizaine d'années qui s'appelle Suricat. Ce sont les personnes qui signalent précisément le lieu où il y a un incident. C'est avec le département, hein, c'est ça? Pardon? C'est avec le département? C'est fait, alors c'est sur le plan national, hein, ça a été sur le niveau national. Et en fait, ce signalement est envoyé à la Fédération française de la randonnée, hein, qui balise, elle est envoyée au département et elle est envoyée à l'ONF. Et en fait, notre challenge, c'est d'arriver à ce qu'il y ait sur la centaine de signalements faits par an dans notre département, qu'il y en ait 70, 80 au moins qui soient réparés. Et je pense que c'est un outil qui fonctionne bien et c'est un modèle surtout qui fonctionne bien si les institutions répondent. Ça, c'est une première chose. Et je voulais reparler du baromètre des villes marchables, parce que le baromètre des villes marchables, c'est quand même que la première partie
d'un processus qui est quand même beaucoup plus long. Le baromètre des villes marchables, j'étais en train de regarder, donc c'est le ministère des Sports, des Transports, la transition écologique, c'est le CEREMA, c'est voilà, c'est déjà ne serait-ce que ça. C'est fait sur le plan national, c'est depuis maintenant jusqu'au 15 février. À ce moment-là, le baromètre sera dépouillé par une société et l'idée, c'est qu'il y ait une restitution qui soit faite à l'occasion d'un colloque que nous avons proposé au département, pour lequel le département est partie prenante, le 29 mai prochain, auquel cas il y aura l'ensemble des points du baromètre, il y aura le palmarès du baromètre, et il y aura aussi des invités de l'ensemble des grandes métropoles et françaises avec quelques expériences internationales qui seront là. On espère que ça pourra se faire en présentiel, mais en tout cas, ça se fera. Et le CEREMA en est un des acteurs principaux avec la fédération. Voilà, je pense que c'est important de le dire dès à présent. Une question pour M. le maire. Sans attendre un plan piéton métropolitain complet, on pourrait déjà identifier et signaler les itinéraires principaux. Par exemple, à La Ciotat, des itinéraires piétons existent pour relier la gare ou la zone Athélia, mais ils ne sont pas indiqués et les piétons se retrouvent perdus sur des axes très dangereux. Donc, signaliser les itinéraires. Je crois qu'il y a une opération en cours au sentiment justement, et comme on a fait aussi pour tout ce qui est les sentiers de promenade, on a demandé, là, au département, on est en train de voir aussi pour tout rebaliser justement tous ces sentiers-là. Et l'idée, c'est qu'il y ait une unité dans tout ça, parce que si chaque ville fait un truc dans son sens, ça perdra tout sens. C'est peut-être l'avantage de ce plan piéton, comme d'ailleurs pour le plan vélo, c'est qu'il y a un jalonnement qui soit mis en place, mais qui soit avec le même graphisme, c'est-à-dire qu'il soit identifié comme voilà, un jalonnement métropolitain. Je crois qu'il y avait le département, donc c'est plus uniforme. Tout à fait. Tout à fait, c'est un peu. D'autres questions, Philippe? Je signale alors à l'ensemble des participants que pas mal de réponses sont données sur le chat justement aux questions qui sont posées, entre autres celle du CEREMA qui indique des liens, des articles de loi, etc. Donc il y a pas mal, il faut lire le chat en même temps qu'on participe. Donc sinon, un sceptique dit il ne peut exister un plan piéton métropolitain car les routes sont dédiées aux véhicules motorisés. Un plan piéton doit être communal. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, parce que c'est vrai qu'aller entre Aix et Marseille à pied, ça risque d'être un peu délicat. Il y a les transports en commun. Oui. C'est ça, les piétons aussi. La voie douce de La Ciotat, pour y revenir, elle mène à la gare, en point final, et là, tout le parking a été réaménagé. L'accès aux voies PMR aussi, parce qu'il a fallu, il y avait une traversée de voies qui était souterraine avec une profondeur énorme. Donc, pour récupérer cette profondeur-là, il a fallu aller chercher la voie avec les 2-3% maximum. Et un gros parking de couverture de côté. Donc, c'est quand même pensé. Les vélos, ils ont eu un très beau plan vélo au niveau national. On le sait. En fait, l'idée de place aux piétons, du barème, etc., c'est d'arriver, et en tout cas les administrations qui étaient présentes au comité de pilotage, ils ont dit clairement, on va essayer de promouvoir un plan piéton comme on a promu un plan vélo, avec, ce qu'on dit, des ressources derrière, parce que le plan vélo, il y a eu un peu d'argent quand même. Il nous reste quelques minutes. Si les uns et les autres veulent. Alors, une dernière question. une question. Je ne sais pas si engagé au quotidien concerne l'ensemble de la métropole ou bien uniquement la ville de Marseille. L'application. Alors, je ne sais pas. Je sais qu'elle marche à Marseille. Ouais. C'est une application métropolitaine. Le CT1. C'est le CTA. Ouais. D'accord. Alors, parce qu'il y a une remarque d'un des participants qui dit qu'on a beau faire des signalements sur engagé au quotidien concernant des problèmes piétons ou cyclistes, ils sont rarement pris en compte. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que un des sujets qui est dans la suite de cette table ronde, entre autres, c'est peut-être de revoir avec vous et la direction de la voirie pour voir comment il peut y avoir ce lien. En sachant qu'on a bien conscience que la direction de la voirie doit être un peu pas dépassée, mais enfin, il doit y avoir un nombre de choses à faire important. Mais il y a peut-être quelque chose à mettre en place d'une façon qui soit coordonnée et qui évite de faire étouffer la direction de la voirie, mais en même temps qui amorce
le fait que s'il y a une action comme engagée au quotidien, ça puisse, s'il n'y a pas de retour au bout du compte, au bout d'un moment, ça n'existe plus, quoi. C'est dommage. Moi, en ce qui concerne engagé au quotidien, j'ai d'autres échos. Je vois même sur les réseaux, quelquefois, voilà, des compliments parce que c'était rapide. Enfin, après, il y a toujours des failles. Si vous voulez, moi j'ai un petit souvenir, je venais d'être élu, on m'a téléphoné personnellement pour me dire qu'il y avait une boîte de Coca-Cola par terre. Donc, c'est plus vite fait la ramasser que de prendre un téléphone. Non, mais c'est vrai, quoi. Donc, il est vrai que c'est ce genre de situation que engagés au quotidien sont saturés. Mais les retours que j'en ai, moi, ça fonctionne pas mal. On va vers la petite conclusion. Martine Bigot. Oui, enfin, c'est peut-être pas une conclusion. Je voulais simplement rebondir sur la dimension communale de la construction d'un plan piéton. Je voulais signaler qu'un collectif d'habitants de la Valentine a créé son propre mini piéton pour un cheminement entre la Valentine et les Acates. Donc là, il y a des initiatives qui sont faites à l'échelon, même à l'échelon de quartier dans les villes. Et ce serait vraiment bien que ces propositions, qui sont très, très détaillées et très construites, suivent le parcours, entrent dans le projet du plan piéton, et en espérant, je le redis, que ce plan piéton ne mette pas encore 5-6 ans à voir le jour et être mis en œuvre, parce que là, c'est un petit peu désespérant. Là, c'est sur la question donc des collectifs et des micro-projets qui se créent. Et une chose que je voudrais dire, c'est la question je rebondis sur ce que dit Monsieur Tondu concernant les budgets qui ne sont pas extensibles, et ça, j'en suis complètement d'accord avec lui. Effectivement, la zone piétonne du Vieux-Port a, je crois, coûté 150 millions d'euros. Je crois, hein, j'espère ne pas dire de bêtises. En tout cas, ça a coûté cher. Voilà, je pense qu'il ne faut pas, il faut pas rentrer dans la dichotomie les pistes cyclables pour les vélos et les zones piétonnes pour les piétons. Il ne faut pas séparer la marche. La marche, elle doit être partout. La zone piétonne, c'est un peu la réserve d'Indiens pour les piétons. On se dit, bon, on a créé une zone piétonne, on est super content, on a fait un super boulot, on a claqué beaucoup, beaucoup d'argent, mais on a fait quelque chose qui se voit sur le plan de la communication et de l'image de la ville, c'est super. Nous, piétons, on ne se bagarre pas pour avoir des zones piétonnes. Nous nous battons pour avoir un cheminement piéton qui soit régulier dans toute la ville et qui soit régulier. Je rebondis aussi sur ce que disait Marianne tout à l'heure. Voilà, qu'on fasse bien le lien entre la marche en ville et la marche et faire tous ces raccords, marche plaisir et marche comme moyen de déplacement, et qu'on ait une pensée globale sur la ville, non pas des spots qui soient réservés souvent à des rues commerçantes, il faut le dire. Hein, aujourd'hui, à Marseille, les choix d'amélioration ont été faits sur les zones commerçantes et aux dépens des zones résidentielles, c'est-à-dire qu'on a des cheminements qui sont extrêmement délabrés dans la ville et de magnifiques zones piétonnes autour du Vieux-Port, entre autres, mais qui sont certes magnifiques, mais il ne faudrait pas que ça siphonne un projet qui soit beaucoup plus global et que ça siphonne sur le plan du budget, tout simplement. Merci, Martine. Madame Gassian, Monsieur Rigonetto, petit mot pour la fin. On a dépassé les 100 personnes connectées. D'accord. Un petit mot, oui, vous redire, mais je pense que vous le savez déjà, que nous avons à Marseille une volonté forte sur le développement des mobilités douces et actives et sur le développement aussi des transports en commun, comme on l'a déjà dit à cette table ronde. Je revenais sur ce que disait Martine Bigot par rapport aux délais. C'est vrai que les délais nous semblent toujours très longs et on a ce souhait aussi du côté de la majorité municipale d'accélérer les choses, car on sait que le retard à rattraper est immense. Et pour rattraper ce retard immense, il va falloir accélérer. Et ça, c'est quelque chose dont on a bien conscience, dont on en parle déjà
avec la métropole, hein, parce qu'on a déjà eu des réunions à ce sujet-là. Et c'est vraiment quelque chose qui nous semble absolument essentiel parce qu'on a envie d'y arriver ensemble. Et je pense que c'est vraiment un enjeu absolument essentiel pour les habitantes et habitants de notre territoire, que ce soit en termes de qualité de vie, en termes de, on parlait de pollution de l'air, enfin, on a quand même beaucoup d'enjeux pour faire en sorte que cette ville soit beaucoup plus respirable, que les déplacements dans cette ville soient aussi doux, on parle de circulation apaisée. C'est voilà, des enjeux qui pour nous sont absolument essentiels et je pense que si nous sommes tous ensemble sur ce sujet-là et si nous avons une volonté commune, nous allons y arriver plus rapidement que prévu. Merci, M. Guigonetto. Bon, non, tout a été excellemment dit. Non, non, il y avait bien sûr qu'il y a une volonté, on a un tous conscient et puis on travaillait déjà là-dessus. On y travaille, on travaillera encore. Donc, autant la présidente de la métropole que le président du territoire, M. Liberty, a été très clair là-dessus. Donc, c'est une volonté commune. Marianne? Vive les piétons. Bon, bah, écoutez, Monsieur Tondu, peut-être un mot? Non, non, je pense que les élus se sont exprimés. Je n'ai rien de spécial à ajouter, si ce n'est pour dire que M. Ponce, finalement, tente de se connecter. Il a visiblement beaucoup de mal. Donc, je vous prie à nouveau d'excuser son absence. Je continue de correspondre avec lui par texto, mais visiblement, son assistante ne parvient pas à le connecter. Ben, peut-être sur la table ronde suivante. Je l'espère, je l'espère. On vous remercie beaucoup pour cette table ronde qui, j'espère, a intéressé beaucoup de monde et puis qu'elle aura des suites. Et dans 5 bonnes minutes, on passera à la table ronde suivante qui concernera les services pour et par le vélo.